Mes chers amis du Grand Regain Blanc, deuxième épisode de votre live du dimanche soir 19h sur X. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Julien. Salut Julien. Salut Tim, salut à tous. Et Chloé. Chloé qui paye. Bonsoir Tim, bonsoir à tous. Salut Chloé. Est-ce que tu en as marre de payer, Chloé? Absolument. Surtout la gabegie. Ok. Très bien, parfait. Ce soir, on va traiter d'un sujet qui nous concerne tous. Comment ne plus avoir peur de ce que l'on pense. Alors, je vous remercie déjà d'avoir accepté l'invitation, parce que c'est pas évident, surtout en live, de traiter d'un sujet qui peut sembler un peu touchy comme ça. Ne plus avoir peur de ce que l'on pense. Alors, si vous permettez, je vais présenter le sujet très rapidement. Pourquoi ce thème? Alors, on est dans une époque où la plupart des gens ont besoin d'exprimer sous pseudo ce qu'ils pensent, alors même que dans les rues, le sang coule. On se dit qu'après 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que c'est pas du tout nouveau, les phénomènes qui devraient normalement nous insupporter, ça fait 40 ans que ça dure. Pourtant, la peur continue d'exercer son emprise sur les esprits, alors que quand on en parlait, je me souviens dans les partis de résistance à l'invasion, on se disait que d'ici 10 ans, ça allait péter. Les gens répétaient, ça va péter, ça peut pas continuer, ça va péter. C'était certain. Et puis, les années ont passé, les décennies ont passé, ça ne pète toujours pas, même si le niveau de ce qui est insupportable a décuplé, on peut dire. Eh bien, il y a une sorte de statu quo et j'attribue personnellement cette situation, cet immobilisme à la peur. En d'autres termes, les Français, les Européens de l'Ouest semblent gouvernés par la peur, en ce qui concerne en tout cas le sujet crucial de l'invasion de leur territoire. Alors bien sûr, on pourrait prendre d'autres thèmes, mais on va rester, je pense, assez concentré autour de celui-là, même s'il y a d'autres choses qui peuvent faire peur. Il y a les échos anxieux, effectivement, mais ça ne sera pas ça notre thème. Comment ne plus avoir peur de ce que l'on pense? J'aurais dû préciser peut-être quand on est de droite. Par qui je commence? Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à dire en premier sur ce sujet? Je peux commencer par Chloé peut-être? Alors, on m'a dit que j'avais de l'écho. Est-ce que c'est réglé? Moi, j'entends pas d'écho. Bon, alors Julien, vas-y, je demande encore un instant technique. Très bien. Julien, à toi la parole. Bon, je pense que j'ai un peu d'écho aussi, mais ouais, je confirme. Bon, c'est pas grave. Je voulais bien introduire ce sujet avec une citation de Peggy que j'aime beaucoup, selon laquelle il faut avoir le courage de dire ce qu'on voit et surtout de voir ce qu'on voit. Et je pense que ça résume beaucoup de choses. Ouais, effectivement, quand on a déjà le réflexe de refuser ce qui est sous nos yeux, ça augure mal pour la suite. La capacité à énoncer les choses risque pas de venir d'elle-même. Donc là, en fait, parce que tu mets le doigt sur quelque chose de très important, c'est que quand déjà la perception du monde nous fait peur, c'est que la peur agit dès le tout début. Donc là, première étape, ne plus avoir peur de ce que l'on voit, enfin du moins être capable de voir ce que l'on voit. Ouais. Tu peux pas, mettre au point un remède efficace si tu t'empêches de faire un diagnostic. Ça, c'est la base. On pourrait faire plein de métaphores en ce sens, mais c'est vraiment fondamental, quoi. Moi, je me permettrais d'ajouter une chose, c'est que il s'agit pas tellement de ne pas avoir peur, mais de ne pas avoir peur de ce que l'on pense. Le titre est peut-être un peu trompeur parce que beaucoup de gens vont entendre comment ne plus avoir peur. Il y avait le pape précédent, je crois, non, c'était celui d'avant encore, qui avait dit n'ayez pas peur. C'était Ratzinger ou c'était Jean-Paul II? Jean-Paul II, le polonais. Jean-Paul II, Karol Wojtyła. Et je pense que si, il faut avoir peur.
Enfin, quand on a peur, en tout cas, il ne faut pas conjurer sa peur ou la nier, faire semblant de ne pas avoir peur. Parce que ça, c'est vraiment l'erreur, je dirais, c'est presque l'erreur viriliste qui consiste à dire, voilà, j'ai peur, mais je vais faire quelque chose pour enfouir cette peur. Je vais faire de la muscu, je vais faire du karaté, je vais faire de la boxe. Et comme ça, je pourrais me raconter que je n'ai plus peur. Mais c'est pas ça qui marche. C'est pas ça qui fonctionne. Parce que la peur, elle est toujours là. Et pourquoi est-ce qu'elle est toujours là? Parce que les raisons d'avoir peur sont toujours là. Quand vous êtes jeune, un peu bagarreur, que vous vous surestimez, vous pouvez dire, OK, t'inquiète maman, t'inquiète papa, moi si on m'emmerde, je saurais régler ça. OK, très bien. Alors, d'une part, vous faites erreur. Quand vous avez 20 ans, vous croyez immortel et vous oubliez que le coup de couteau que Walid peut vous destiner, vous n'aurez pas le temps de le voir venir. Et donc, je pense que les gens qui jouent sur la peur elle-même se trompent de cible. La peur, quand elle est justifiée, elle repartira pas comme ça. Ou alors, c'est que vous avez mal évalué le danger. En revanche, la peur de ce que vous pensez, cette peur-là, il faut la détruire. Donc, déjà, faire un distinguo, après avoir admis, c'est très juste que tu dis que on doit déjà commencer par voir ce qui est sous nos yeux. Je crois qu'il faut ne pas conjurer la peur juste par principe. Parce que la peur, elle est souvent fondée. Et en fait, les gens qui vous disent de ne pas avoir peur vous invitent à faire un mauvais diagnostic. Alors que la peur qu'il faut conjurer, bah, c'est comment dire, l'envie de dénoncer la situation fait pression en nous, mais elle nous fait peur également. Et c'est bien de ça dont on va parler ce soir. Chloé, je me tourne vers toi. Est-ce que le problème technique est en cours de résolution? Il devrait être résolu normalement. Ouais, après, s'il y a un peu d'écho, on ne va pas mourir. Hein. On fera avec. On va faire avec. Alors, est-ce que je peux rebondir sur ce que tu dis? Je t'en prie. Je n'attendais que ça. La peur évite pas le danger, mais avant de parler et d'assumer ce qu'on pense, il faut quand même prendre le temps, à mon avis, de faire le calcul du bénéfice-risque. Parce que dire ce que l'on pense aujourd'hui a des conséquences très concrètes, et je pense notamment au monde du travail. Si votre famille dépend de votre salaire, il est plutôt normal de ne pas aller faire le cacou, si j'ose dire, sur votre lieu de travail. On ne peut pas être sur tous les fronts aujourd'hui. Il y a des endroits où il est utile et bon de parler. Il y a d'autres endroits où on peut peut-être faire des concessions pour notre propre bien. Donc, déculpabiliser un petit peu, on ne peut pas non plus parler tout le temps, partout et dans n'importe quelle condition. Oui, j'entends ce que tu veux dire. Alors, est-ce que pour toi, ça a des limites dans le temps, par exemple? Est-ce que ça a des limites en fonction du cercle dans lequel on s'exprime? Est-ce que c'est circonscrit au cercle professionnel? Ou est-ce que tu estimes qu'il y a des moments de la vie où on est vraiment tenu au silence? Je pense principalement au cercle professionnel. Pour avoir moi-même dû renoncer à un emploi à cause d'idées un petit peu dérangeantes. Mais en dehors du travail, là, après, c'est à vous de voir. Mais si, par exemple, la crainte, c'est d'assumer ce que l'on pense face à vos amis, si vous avez peur qu'ils vous rejettent, est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'ils vous rejettent tout de suite au final? Parce que vous pouvez rester silencieux des années en vous disant « Non, quand même, j'ai des idées un petit peu extrêmes, je ne peux pas leur dire. » Si c'est pour que de toute façon, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ils s'en rendent compte et vous lâchent quand même, autant y aller tout de suite, non? Ah, c'est très bien que tu dis ça, parce que j'allais te demander quelles sont les limites en fait de cette logique de prudence. Donc là, en fait, tu viens de les énoncer. Tu viens de les énoncer, c'est que d'après ce que je comprends, si j'ai bien saisi ce que tu veux dire, c'est que on peut faire preuve de prudence, mais pas au prix de se perdre soi-même, quoi. Du moins, pas dans tous les milieux, à l'exclusion du milieu professionnel. C'est bien ça. Peut-être pas au prix, effectivement, de se mettre en danger. Encore une fois, le milieu professionnel, c'est ce qui nous fait vivre et c'est ce qui fait vivre nos familles. Moi, par exemple, j'ai pu m'amuser un peu vu que je vis aux dépens de moi-même, donc c'est pas très grave. Mais dans d'autres situations, je comprends très bien que beaucoup se taisent. En revanche, dans la vie personnelle, là, si vous n'assumez pas ce que vous pensez, est-ce que vous risquez pas de vous construire un entourage qui, au final, n'a aucune valeur? Parce que déjà, vous ne pouvez pas vous exprimer. C'est pas très bien pour vous, c'est pas très sain pour votre santé. Et en plus de ça, si c'est un entourage qui risque de vous rejeter au premier mot de travers, est-ce que ça vaut la peine de lui consacrer son énergie? Alors, est-ce que vous… Là, je m'adresse aussi bien à Julien qu'à Chloé. Est-ce que vous désirez le grand éclatement du plafond de verre, c'est-à-dire le jour où, à force de gens qui ne respecteront plus la règle du silence,
on pourra tous les envoyer se faire foutre et parler librement au point où il ne sera même plus possible de nous inquiéter professionnellement. Alors, juste petite question technique, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Parfait, il n'y a pas d'écho ni rien? Non, ça va. Ok, parce que j'ai mis mes écouteurs et bon, très bien, je poursuis. Pour ma part, oui, je n'attends que ça, que l'omerta se brise enfin, ça correspond un petit peu d'ailleurs au hashtag de mon trait d'épinglé, le MeToo immigration, c'est vraiment la libération de la parole, en fait, sur ce sujet crucial entre tous. Parce que je pose cette question qui peut sembler un peu bête, mais il me semble que désirer ardemment quelque chose façonne un caractère et conjure la peur. Or, le problème, c'est qu'on a besoin de désirer cette libération de la parole. On a besoin d'avoir cette attente. Chez les droitards, c'est quasi religieux presque. Le jour où on pourra au moins enfin parler. Je pense que c'est même, à la rigueur, plus important qu'une victoire électorale, le jour où définitivement l'interdit de gauche sera écrasé. C'est-à-dire, en gros, cette malédiction qui fait que la droite est pudique alors que la gauche est publique. Et on ne peut pas se permettre, me semble-t-il, je vais le faire sous forme de question, peut-on se permettre de traverser le 21e siècle dans cet état-là, en fait? Je veux dire par là, droite pudique, gauche publique. Est-ce qu'on pourrait survivre à un 21e siècle où rien ne changerait de ce point de vue? Non, c'est pas concevable, en fait, tout simplement. Chloé? On peut toujours survivre à tout, mais c'est pas souhaitable. Je sais pas si c'est concevable, mais c'est pas souhaitable. À force de se taire, de pas oser exprimer ses idées, même des idées basiques et entendables et de s'auto-censurer, je suis pas sûre que ce soit la voie vers le bonheur et l'épanouissement. Il faut quand même parler un minimum, sinon on se rend malade. Est-ce que, là, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la méthode, en fait? On parle beaucoup de fenêtres d'Overton pour que le seuil de tolérance à la douleur idéologique évolue chez nos adversaires. Est-ce que vous le pratiquez en privé, le déplacement de la fenêtre d'Overton? Souvent, oui. Moi aussi, je pense. Alors, est-ce que vous avez des anecdotes victorieuses, des moments où vous avez su appliquer une stratégie gagnante? J'entends par là, pas forcément convaincre, mais en tout cas, rendre impossible l'omerta, l'interdiction de parler. Pour ma part, j'ai un exemple assez récent. C'est pas forcément hyper flamboyant. Et ça concerne le cadre familial. J'ai un père qui est boomer de centre-gauche et qui avait beaucoup moqué, tu sais, la séquence de Trump qui expliquait que les immigrés du tiers-monde bouffaient des chats et des chiens. Je sais pas si tu te souviens. Ah oui. Bon, évidemment, il est anti-Trump, rabique, etc. D'accord. Et il y a quelques jours, je lui envoie ce fait divers en Sicile d'un migrant malien qui égorge un chien du village, bien connu, très apprécié, la mascotte, pour ainsi dire, ouais, pour le bouffer. Et une semaine plus tôt, il avait déjà ébouillanté un autre kleps. Et donc, je lui envoie ça et je lui dis, tu vois, they hate the dogs. Et il a commencé à dire oui, mais en gros, il y a des cons partout, c'est pas déterminant, etc. Mais tu sentais qu'il était un peu battu en brèche et qu'au fond de lui, il était obligé de reconnaître qu'il y avait un vrai sujet, ne serait-ce que là-dessus. D'accord. Donc en fait, on remporte des victoires au coup par coup, avec des exemples bien choisis, mais disons que ça reste, comment dire, à la fois dans le cercle familial, ou est-ce que ça peut s'exporter en dehors? C'est-à-dire, est-ce que vous en êtes par exemple déjà au stade où vous prenez des risques en dehors du cercle familial, face à des amis, des inconnus? Comment vous le gérez? Après, je vais laisser Chloé parler, évidemment. Des amis, oui.
De toute façon, la sélection s'est faite naturellement. Des amis que je connaissais peut-être depuis 15 ou 20 ans, je me suis aperçu que finalement, ils pensaient comme moi. Donc, la nature a été bien faite de ce côté. Mais dans un cadre pro, je suis beaucoup plus prudent. Sans pour autant être hypocrite. Attendez, je vais tenter un truc parce qu'on me dit qu'il y a de l'écho. Je vais tester une solution. Vous allez me dire si ça supprime de l'écho. Je suis pas certain, hein. Est-ce que là, ça va mieux quand je parle comme ça? Dites-moi dans le chat. Ah bah c'est formidable, moi j'ai même plus d'écho. Ok, On dirait que ça donc c'était fonctionne. moi le fautif. Très bien, je vous félicite dans le chat, vous n'avez pas eu peur de ce que vous pensiez, vous me l'avez signifié, c'est juste moi qui ai tardé à lire le chat. Désolé. Donc, je vais rebondir, enfin non, je vais donner la parole à Chloé qui attendait peut-être de prendre la parole. Alors oui, prendre des risques, oui, bien sûr, que ce soit avec des inconnus, des amis, etc. À part le travail, je ne me censure pas, parce que je pense qu'il faut garder une certaine neutralité au travail. Après, tout est dans l'art et la manière de le faire. C'est sûr que je ne vais pas débarquer dans une soirée parisienne en chantant Au Slender Rose, par exemple. On ne va pas attaquer comme ça. Mais il y a des sujets qui sont tout à fait entendables, raisonnables. Nos idées sont quand même pas si extrêmes. Moi, celui qui marche presque à chaque fois, c'est que je m'occupe beaucoup des SDF de mon quartier et qui m'arrive donc parfois d'en voir mourir. Et je peux dire que ça me dérange de voir des Français nés en France mourir dans les rues de France et être abandonnés par leur propre pays. Surtout maintenant que je sais que 80% des places d'hébergement d'urgence sont occupées par des étrangers. Places d'ailleurs financées par Nicolas et Chloé qui payent. Ça, c'est une idée qui introduit à la préférence et qui est tout à fait entendable, surtout pour des gens qui ne sont pas dans notre camp idéologique et qui sont plutôt orientés vers le social. Ça, en général, c'est quelque chose qu'ils peuvent entendre. Et pour déplacer la fenêtre d'Overton, c'est généralement un sujet qui touche juste. Ah, tu touches quelque chose de très qui m'importe beaucoup parce que en fait, la notion de légitime préférence, j'ai essayé de la forger pour répondre à ce problème de la peur. La peur, selon moi, elle vient de la puissance de l'accusation. L'accusation de racisme est faite pour pétrifier, c'est une sorte de taser idéologique. Et l'idée que je m'étais proposée, c'était de trouver quelque chose qui transmute cette peur et cette culpabilité en une innocence parfaite, parce que la préférence, qu'elle soit alimentaire, vestimentaire ou amoureuse, elle ne peut pas se commenter ni se commander. On ne peut pas dire à quelqu'un, mais comment ça, tu t'habilles comme ça, mais tu n'as pas le droit d'avoir envie de t'habiller comme ça. C'est impensable de dire ça à quelqu'un. De la même façon qu'on dirait, on ne peut pas songer de dire à quelqu'un, mais tu n'as pas le droit d'aimer ce plat, voyons, comment ça, tu aimes ce plat? Non, ce que l'on aime, ce que l'on préfère, même plus précisément, ne se commande pas. Et donc la conséquence immédiate, c'est que nous en sommes innocents. Or, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que ce dont on nous accuse, le racisme, n'est rien d'autre qu'une préférence accordée à nos semblables. Et cette préférence dont on a voulu nous accuser, je voudrais pouvoir démontrer que nous en sommes parfaitement innocents. Donc, je pense que les choses se jouent beaucoup sur le tandem culpabilité-peur. Je crois que c'est Oberton qui avait montré à quel point nous étions des animaux grégaires dans un de ses romans. Et je sais pas si c'était, je sais pas si c'était pas le titre va me revenir, mais bref, en fait, il Guérilla, part sur le thème. Oui, pardon. Guérilla peut-être. Eh ben, je pensais à Guerilla, mais je crois que c'est Big Brother ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a, ouais, je crois qu'il a un titre qui doit être Big Brother ou quelque chose comme ça. Je C'est vérifie. possible. Mais dans lequel il explique en gros que, en tant qu'animal grégaire, une des choses qui nous terrifie le plus, c'est d'être mis à l'index. Alors, peut-être qu'un conseil, si vous êtes encore jeune, en dessous de la trentaine, perdez vos amis de gauche le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on avait parlé dans l'émission précédente de comment trouver son style, parce que trouver son style, c'est trouver son autonomie. Et si ça peut vous permettre de perdre vos amis de gauche le plus tôt possible, eh bien, c'est toute cette pression sociale en moins qui sera sur vos épaules. Et donc, ça sera autant de peur en moins que vous aurez apporté. Bon, je disais ça pour rebondir sur le propos de Chloé.
Et voilà, pour l'essentiel, moi je pense qu'il faut jouer sur ce levier qui est la culpabilité et se reconstituer son innocence. Jusqu'à ce qu'on se dise, mais ok, c'est plus tolérable maintenant. Je ne supporterai plus que quelqu'un, par le levier de la peur ou de la culpabilité, m'intime l'ordre de ne pas voir ce que je vois ou de taire ce que je ressens. En fait, je pense que c'est aussi ça. Les Français se sont un peu anesthésiés et ils ne ressentent plus vraiment les choses. Quand vous les ressentez vraiment, que vous vous brûlez la main et que quelqu'un vous dit non, 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 tu n'as pas le droit de dire que tu te brûles, vous avez envie de lui hurler dessus. Je pense qu'une des solutions aussi, c'est d'entrer dans une forme de saine colère. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. Si, bah, je suis totalement d'accord. Je ne saurais mieux dire. Et en fait, je pense, ce sera à toi de me donner ton avis et à Chloé par la suite, hein, que cette notion de préférisme, de prétendu racisme, a beaucoup à voir avec une autre notion chère à la gauche, qui est le consentement, tout simplement. C'est-à-dire que, Ah, eh oui, euh, très bien. de quel droit est-ce que on m'impose de vivre avec une population étrangère très nombreuse et même exponentielle, sans que, alors que ça implique quand même beaucoup de changements, pour ne pas dire de bouleversements, sans qu'on ne m'ait jamais consulté. De quel droit est-ce que on devrait m'imposer de voir, prendre d'autres sujets, je sais pas, des travestis exhibitionnistes tous les étés dans les rues de Paris et d'ailleurs en province. Enfin, c'est tout un tas de choses qu'on nous présente comme, je sais pas, des évolutions naturelles, des non-sujets, qui en fait sont de véritables sujets. Et il faut les questionner, il faut, reprenons un autre concept de gauche, les déconstruire. Voilà. Ah oui, oui, déconstruire les déconstructeurs, c'est la stratégie d'avenir. Je suis entièrement d'accord. Je plus sois tout ce que tu viens de dire, Julien. Maintenant, est-ce que la gauche n'aurait pas, comment dire, surévalué le pouvoir paralysant de la culpabilisation et de la peur? Parce que quand ils vont jusqu'à mettre des trans dans les maternelles, je sais qu'il y a des couches socio-professionnelles chez qui ça passe quand même moins. On a pu constater qu'effectivement, les parents de la classe moyenne, de la petite bourgeoisie, euh, sont quand même capables d'éponger énormément de violence, même, même quand ça touche leurs enfants. Par contre, il y a des classes moyennes, il y a des classes socio-professionnelles avec lesquelles ça passe moins. Moi, je suis entouré par ces catégories-là, là où j'habite. Et à mon avis, il faudrait peut-être pas trop pousser le bouchon loin jusqu'au point de mettre dans toutes les maternelles des drag queens qui viennent lire des histoires avec des ours Non genré. avec des genres flous et des choses comme ça. Je ne sais pas si la gauche n'est pas en train de surestimer son pouvoir paralysant. Bah, c'est bien. Je, Pardon, vas-y, Chloé. Pardon, je vais faire vite, merci. Je pense que ça dépend beaucoup du milieu où tu te trouves, parce que quand les drag queens font des lectures dans les écoles maternelles, etc., il y a du public, il y a des gens qui viennent, on l'a vu à Bordeaux par exemple, donc il y a des gens qui sont tout à fait d'accord avec ça, et notamment en milieu urbain. En revanche, si tu vas tenter ça au fin fond de la campagne ou je ne sais où ailleurs, ça risque de beaucoup moins marcher. Mais en tout cas, en milieu urbain, c'est pas particulièrement efficace. Ils ont un public réel. Et si tu oses lever la main et dire que toi, ça te dérange, pour l'avoir fait un paquet de fois, ça peut te coûter très, très cher. Donc, ça dépend vraiment du milieu, à mon avis. Vas-y, Julien. Ah oui, alors même sur ce thème-là, c'est-à-dire toi, tu as déjà vu que c'était facturé socialement si les gens, sur ce thème précis, osaient dire quelque chose. Eh bien oui, le boulot que j'ai dû quitter parce que la situation était devenue intenable, tout est parti d'un séminaire de la diversité où mon employeur m'a expliqué que toute personne qui se sent femme est une femme. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. On est au travail. Vous pouvez pas me dire ça comme ça. Vous ne pouvez pas vous mêler de ces sujets-là. Et surtout, vous pouvez pas nier 500 millions d'années de biologie. C'est pas le sujet, en fait. Et c'est parti de là. Et au fur et à mesure, on a discuté, je suis remontée dans la hiérarchie, j'ai eu tout un tas d'interlocuteurs qui m'ont expliqué que mon comportement était quand même bizarre, que j'étais la seule à me plaindre. Ils m'ont reproché d'étaler mes convictions personnelles. Excusez-moi, mais qui a commencé?
Ouais. Et j'ai dû finir par quitter cet emploi parce que ma position était intenable et j'avais plus aucune perspective de carrière chez eux de toute façon. D'accord. Et là, on est dans quel milieu? On est en centre-ville? On est dans une ville moyenne? On est dans quoi? On était à Paris et on était dans le Ah, secteur informatique, c'est-à-dire bourré d'ingénieurs et de gens rationnels en théorie. d'accord. Donc c'était vraiment dans le cœur du pandémonium. Ça me renvoie au titre de cette chanson Try That in a Small Town. Mais effectivement, dans une grande ville, ça passe crème, comme dirait Karim. Oh oui. Donc, ouais, il y a de quoi s'interroger. Les grandes villes sont-elles perdues de ce point de vue-là? Est-ce que les grandes villes ont totalement cédé à la peur? Bah, j'allais dire, c'est même pas qu'elles ont cédé à la peur, c'est qu'elles ne pensent littéralement pas ce que nous pensons. Donc, elles n'ont pas peur de ce qu'elles pensent. Bah, je crois que c'est Philippe Meuret qui avait dit, comment dire, ils ne peuvent pas déraper, ils sont la glace. Bah, c'est un peu ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 oui. Ouais, exactement. Ouais, c'est un très bon mot de Meuret. Et bon, alors, là, c'est vrai qu'on se heurte un peu à un mur parce que quand on se pose la question de comment dépasser la peur, effectivement, encore faut-il que cette peur existe. Si, si on parle de cette partie particulière de l'anthropologie des Blancs qui valide ce qui est à combattre, effectivement, ils ont résolu le problème. C'est vrai qu'eux ne sont pas confrontés à ces affects paralysants qui créent une sorte de conflit intérieur. Finalement, il n'y a que la droite qui vit un conflit intérieur. Je nuancerai un peu dans la mesure où ils valident mais ils ne walident pas. C'est-à-dire qu'ils savent très bien, et oui, tu vois, je veux en venir. Ils savent très bien quel quartier éviter, quel transport éviter, à quelle heure, etc. Alors, si t'es une nana, à plus forte raison, même de gauche. Donc, au fond d'eux, comme dit ce cher Bouli, tout le monde sait, même les gauchistes urbains les plus azimutés, quoi, les plus matrixés. Ah, je valide ce propos entièrement. Il faut Et pas c'est faire des juste, trop bonnes, il faut pas faire des trop bonnes blagues en début de propos parce qu'après, il faut que je coupe le micro. Ah bah, Il faut que je rie en faut silence. se concentrer. Tout à fait. mais Euh, Julien, ce que tu dis est intéressant parce que si tout le monde sait, y compris les gens du camp d'en face, c'est une raison de plus pour qu'on n'ait plus peur de dire ce que l'on pense. Encore une fois, il y a la manière de le dire qui est très importante, Mais oui, mais ils savent. Ils savent, nous savons, et nous savons qu'ils savent. Alors ouais. qu'est-ce qui nous retient? Comme À part, dirait, encore ouais. une fois, si on a vraiment quelque chose de trop gros à perdre. Bah, c'est ça, en fait, faut leur tendre un miroir. Il faut les secouer, tout simplement. Mais voilà, il faut avoir conscience que on parle pas tant que ça en chinois ou en langage extraterrestre pour eux. Ils se disent pas, mais comment c'est possible que ces gens aient quelque appréhension pour des Afghans ou des Nord-Africains mais je ne vois pas du tout, c'est absurde. Non, juste qu'ils n'osent pas se l'avouer à eux-mêmes. Je parle en tout cas de la question identitaire. Après, sur les questions LGBT et tout, je pense qu'ils sont beaucoup plus matrixés. Mais c'est encore autre chose et chaque chose en son temps, comme disait Salomon. Moi, je dirais préparez vos répliques. Parce qu'en écoutant Chloé tout à l'heure expliquer que donc c'était, je sais pas si c'était un responsable des RH ou autre qui lui a signifié que toute personne qui se sentait femme était femme. Mais préparez vos répliques parce que quand vous êtes dans des milieux où vous êtes susceptible d'entendre des choses comme ça, je pense que ça vaudrait le coup de demander, mais vous, monsieur, une femme avec un pénis, vous sortiriez avec, n'est-ce pas? J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup pousser la conversation et coincer un mec comme ça pour lui dire, mais attendez, on est d'accord que vous pourriez sortir avec une femme à pénis. Parce que justement, j'en connais une et qui apparemment a des sentiments pour vous. Donc voilà, Elle est j'aimerais. derrière la porte. Voilà. Bah Non, voilà, vous mais, êtes prêts. Bah mais oui, voilà, voilà. voilà, je pense que, en fait, ces gens jouent à une pièce de théâtre et cette pièce de théâtre a des conséquences assez atroce dans la société, dans la psyché des gens normaux. Parce que, ouais, on ne le dit pas par pudeur ou par gentillesse ou par oubli,
mais nous sommes des gens normaux. Et j'insiste bien sur le fait qu'il y a une norme. La norme, c'est ce qui permet à la société de perdurer. Et comment dire, quand on a un petit peu des croyances de luxe ou qu'on peut se permettre d'être un marginal, effectivement, on va contester la norme parce que comment dire, c'est le petit plaisir qu'on peut s'offrir. Mais il n'empêche que la norme, on vit avec, on vit même dessus. Et les gens qui veulent faire s'effondrer la norme juste pour le plaisir d'être un original, un dandy, de se faire remarquer, créent un immense stress, un immense préjudice dans la société. Et la peur, ou le stress d'ailleurs, en est la forme la plus palpable pour nous. Donc, je pense qu'il y a aussi une révolte à conduire contre ce préjudice qu'ils nous font subir par leur attaque contre la norme. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler, je pense, ramener le concept de norme dans la catégorie des choses dignes d'être pensées, d'être exprimées. Or, aujourd'hui, c'est vrai que le mot norme est devenu un mot honteux. Je ne sais pas si vous arrivez, vous, à le placer dans une conversation ou à le valoriser, mais Je confirme que c'est compliqué, hein. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'étais au lycée, j'avais débattu je crois que c'était le mariage homo, l'adoption, GPA, PMA, enfin tous ces trucs. Et à un moment, j'avais invoqué le concept de norme. J'avais dit, mais les gens normaux, c'est pas normal. Enfin, je sais plus comment j'avais articulé ça. Et les deux nanas, parce que oui, c'était des nanas en l'occurrence, m'étaient tombées dessus en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire normal? Qu'est-ce que c'est? Comment ça? Etc. Et je m'étais dit, oula, en fait, s'il faut, comment dire, rappeler que 2 plus 2 égale 4, s'il faut tout reprendre à zéro, enfin, je veux dire, on peut même pas échanger, quoi. Et ça m'avait surpris. Bon, depuis, forcément, j'appréhende un peu mieux, mais oui, pour confirmer que c'était un concept qui passe très mal auprès de la bien-pensance gauchiste, oui, ça c'est clair. Chloé, si tu as une remarque, n'hésite pas. Ce que tu dis, Julien, est intéressant parce que si ces gens sont aussi allergiques que ça à la norme, ils devraient nous adorer. Ouais, mais Ouais, très juste. ils pensent que c'est. En fait, ces gens-là pensent que le système, le gouvernement, la police est de notre côté. Voilà, ils pensent que la police est raciste, ils pensent que tout ministre de l'Intérieur, même socialiste, veut la remigration, etc. Enfin, en fait, ils sont dans un autre monde, ils sont dans une religion et ils ne touchent plus terre, quoi. En fait, on n'est pas dans le même paradigme, malheureusement. J'aurais aimé qu'il soit Oui, rationnel, bien en sûr. fait. Au moins là-dessus. Mais je vois ce que tu veux dire, en tout cas. On pourrait, Ah, mais on pourrait essayer de leur retourner ça. Ouais. j'ai déjà essayé avec des résultats assez amusants et je te taquine, bien sûr. Mais en soi, je reviens un peu au sujet, comment ne plus avoir peur de ce que l'on pense. À mon avis, la clé, c'est vraiment de calculer ce qu'on a à perdre et de se demander aussi ce qu'on mérite. Parce qu'on peut avoir peur de perdre son entourage, par exemple, si on assume ses idées. Mais encore une fois, si cet entourage est un entourage qui, de toute façon, va nous blacklister pour le moindre mot de travers, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le garder? Est-ce qu'on ne mérite pas mieux? Donc, perdons ce qui est perdable. Au contraire, ça fera mal et ce sera pas marrant, mais ça nous forcera à refaire notre vie autrement et à aller vers des choses, des gens qui ne nous laisseront pas tomber, qui ont de la valeur et qui seront mieux pour nous. Tout à fait. C'est très nietzschéen Donc, comme état d'esprit, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment le bon mood, quoi. sors de ma bibliothèque, s'il te plaît. Écoutez, non, moi je plus sois ce que tu viens de dire, Chloé. Avant qu'on rentre dans les 5 dernières minutes de l'émission, je vais vous raconter une anecdote. J'avais un ami qui, il y a peut-être 3, 4 ans, quelque chose comme ça, est sorti de la matrice de gauche dans laquelle il avait passé l'essentiel de sa vie pour commencer à ouvrir les yeux. Et puis, comme ça se fait en général, et il les a ouverts d'un coup. Et puis, en très très peu de temps, il s'est mis à tenir des discours. Il avait besoin de s'exprimer. Alors, j'étais un petit peu son quasi confident et on s'appelait souvent. Il avait beaucoup beaucoup besoin de parler, mais j'étais une des rares personnes avec qui il pouvait parler. Bon, il y avait peut-être 2 ou 3 autres personnes, mais voilà. Avec moi, il pouvait y aller sans bride. Et du coup, au bout d'un an, ouais, je lui ai fait remarquer que s'épancher
c'était juste une phase et qu'il fallait maintenant qu'il se libère vraiment, notamment de son entourage toxique et qu'il envoie paître un petit peu les amis qui avaient jalonné un petit peu et corseté même ses fréquentations, puisqu'il avait ouvert les yeux, mais il était temps, quoi. Et il trouvait pas le courage de le faire, il était tenu par la peur de ce qu'il commençait à penser, justement. Alors, je me suis mis à lui dire un truc simple, je lui ai dit: «Tu sais, heu, un jour, tu vas mourir, voilà, et quand ce sera fait, ce sera pour toujours. Il te reste un certain temps à vivre et est-ce que tu considères, est-ce que tu arrives à comprendre à quel point c'est vital, c'est important que sur le temps qui te reste à vivre, tu sois libre dans ta pensée et que tu affrontes ta pensée, que tu trouves la ressource en toi-même pour affronter la peur que ça génère. Or, il se trouve que cet ami est mort il y a 2 mois à peu près, même pas tout à fait 2 mois d'ailleurs. Et quand c'est arrivé, j'ai repensé avec une intensité tout à fait différente à cet argument. Parce que cet argument, en fait, nous concerne tous. Voilà, un jour, nous allons mourir. Et nous ne pouvons pas passer le reste de notre vie, on ne sait pas quand ça va arriver, mais on ne peut pas passer le reste de notre vie à taire les choses, non pas que l'on pense, mais qui nous brûlent intérieurement. Parce que c'est pas juste qu'on les pense, c'est que ces choses, en fait, c'est comme de la lave en nous. Et il faut qu'elles sortent. Parce qu'on ne peut pas taire ça juste pour respecter les gens qui ne nous respectent pas. Ça me paraît être un peu une répétition de ce que tu disais, Chloé, d'une certaine façon, mais je voulais, rappeler du moins l'amener sous cet angle-là, puisque le fait d'avoir perdu cet ami après lui avoir, dit ça, m'a beaucoup choqué déjà et puis a illustré, cette vérité d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas moi-même, quoi. Voilà. On rentre dans les 5 dernières minutes de l'émission. Alors, ma foi, si vous avez, des choses, à dire qui seront mémorables et mémorisables, je donne la parole à qui veut bien la prendre. Tu veux y aller, Julien? Non, vas-y, je vais être galant en attendant que je trouve. Trop aimable. Alors peut-être une dernière idée qu'on n'a pas abordée. Si on récapitule, dire ce que l'on pense, oui, mais pas sur tous les fronts. Dire ce que l'on pense, c'est bon pour nous parce que ça va purger notre entourage de choses et de gens pas fiables. Mais il y a un dernier point que je voudrais aborder qui est peut-être un peu parisien. Vous me le direz. Beaucoup de gens, parce que je suis en région parisienne, beaucoup de gens à Paris ne connaissent pas de gens de droite. Ils n'en fréquentent pas, ils pensent qu'ils n'en ont jamais rencontré, ça n'existe pas dans leur vie. Ah ouais. Même si il y en a quelques-uns, mais ce sont justement des droitards sous couverture qui ne disent pas nécessairement ce qu'ils pensent. Eh bien, dire ce que l'on pense, ça dédiabolise nos idées parce que les gens s'imaginent les droitards comme d'horribles personnages. Soit c'est Jojo le métallo au comptoir du Balto avec ses idées du siècle dernier, soit c'est Hans le néo-nazi sous couverture en gros. Mais en aucun cas dans leur non mais vraiment, hein. Mais en aucun cas en fait dans leur imaginaire, Ça peut être Monsieur Tout le quelqu'un Monde. de droite, Ouais. voilà, peut être et même pire que Monsieur Tout le Monde, quelqu'un de sympa. Même au sein de ma propre famille, ma famille proche est de droite, on l'a toujours été, ma famille lointaine est de gauche. Et récemment, ma famille lointaine nous a dit, mais vous êtes quand même, mais vous êtes sympa pour des gens de droite. Je ne pensais pas que des gens de droite pouvaient être aussi sympas. En famille. Et pareil, dans les cercles d'amis, je ne vais pas tout raconter, mais le nombre de gens qui sont tombés de leur chaise en découvrant que je pensais mal et qui m'ont dit, mais c'est pas possible, tu peux pas être de droite. T'es gentil, t'es sympa, t'es cultivé, c'est pas possible. Mais si, bien sûr que c'est possible. Ouais. Donc, je pense que en plus de fonctionner pour nous et de nous faire du bien, le fait d'assumer nos opinions dédiabolise notre camp et contribue à normaliser nos idées. On parlait de normes. Il faut montrer à ces gens qu'on existe, qu'on est 11 ou 12 millions en France minimum et qu'on est des gens sympas, normaux, sains, drôles, fréquentables, tout ce que vous voulez, parce qu'ils n'en ont vraiment pas conscience. Très bien parlé, Je ne sais pas Chloé. si vous avez déjà vécu des choses semblables. Oui, oui, oui. Oui. Moi, en J'ai déjà quelque vécu sorte, des oui. choses comme ça, mais je vais donner la parole à Julien, hein, pour la Oui, bah, je voulais. Alors, j'ai pas tout à fait les mêmes dispositions, mais j'ai quand même quelque chose en commun de pas négligeable, c'est que je suis moi aussi un
parigot francilien de toujours. Et je confirme que, en dehors d'Internet et des cercles militants, nous ne sommes pas légion. Donc, ça nous conduit à rencontrer un peu plus d'adversité que si on était dans d'autres régions, plus au nord, plus à l'est, etc. Je souscris tout à fait à ce que prône Chloé, hein, se montrer sous son meilleur jour, qui est en fait son jour naturel, humaniser nos idées. Et dans cette optique-là, moi, je préconise une mise en perspective. Alors, un peu intellectualisante, mais pas complètement. Je m'explique. C'est-à-dire leur dire que tous nos grands personnages français, européens, occidentaux, qu'on présente à raison comme des sommités, comme des humanistes, etc., ben en fait, ils pensaient comme nous. Je veux dire, les Victor Hugo, les Churchill, les Renan, les Albert Camus, j'en passe et des meilleurs, George Washington. En fait, tous ces gens, Voltaire, n'en parlons pas, avaient des idées que vous, les gauchistes, les normies, vous qualifieriez aujourd'hui de nauséabonds, de xénophobes, de rétrogrades et autres. Donc en fait, nous sommes la norme, nous sommes dans la continuité on va dire de notre culture, de notre être, et voilà, en fait, inverser tout simplement la charge de l'accusation. Une façon de leur dire, même implicitement, bah, les anomalies dans l'histoire et dans la société, c'est vous, en fait. Très bien dit, Julien. Je rebondis à l'instant pour conclure, avant de vous remercier tous les deux. Il ne faut pas oublier que les gens que nous affrontons et qui sont censés nous faire peur pratiquent ce que nous prônons. Eux, très souvent, le vivent directement. Une des façons de ne plus avoir peur de ce que l'on pense, c'est d'abord de déconstruire leur univers à eux en leur disant je te vois, je sais comment tu vis, je n'écoute pas ce que tu racontes, je regarde comment tu vis et je sais très bien qu'en réalité ton entourage est blanc, que ta préférence est hypocrite ou honteuse dans certains cas, mais tu la pratiques. Alors que, en fait, moi, je ne fais que la prôner bien souvent, les gens de droite étant, je pense, moins dans des enclaves blanches que ne le sont certains privilégiés de gauche. Et donc, une bonne façon d'entrer en matière, c'est de commencer par détruire la confiance de ceux qui sont censés nous faire peur et nous intimer cette peur. Et une fois qu'on a compris de quoi était fait leur théâtre de marionnettes, eh bien, c'est un petit peu comme les enfants quand ils voient ce qu'il y avait derrière l'ombre qui leur faisait peur, ils voient que ce n'est qu'un tas de vêtements. Quand on allume la lumière et qu'on voit que ce n'est pas un monstre, mais juste un tas de vêtements, eh bien, on n'a plus peur. Voilà. Je pense que c'est une des façons qu'on peut utiliser, qu'on peut avoir d'abaisser le niveau de cette peur et d'oser parler en connaissant ceux qui sont en face de nous et en voyant leur petit manège. En tout cas, je voulais vous Absolument remercier. d'accord. Je voulais vous remercier, Julien, et merci à toi, Chloé. Merci à vous. Pour cette très bonne Ouais. émission et ces bonnes interventions. Voilà. On va pouvoir écouter ça donc en podcast sur la chaîne Légitime Préférence, où il y aura tous les podcasts du Grand Regain Blanc. Et puis, septembre arrive, donc là, on va commencer à prendre la vitesse de croisière. Et puis, on aura bientôt des invités variés, peut-être un peu plus connus parfois pour certains. Mais en tout cas, je suis certain qu'on vous reverra très bientôt, je l'espère. En tout cas, Julien et toi, Chloé. Avec plaisir. Vous me faites plaisir de revenir. Très bien. Eh ben, Avec écoutez, plaisir. Merci à vous tous. Merci à tous les auditeurs aussi de nous avoir suivis, nous avoir aidés pendant la petite partie technique où on mettait les micros au point. Je serais très, très, très heureux de vous retrouver pour le prochain podcast, le prochain numéro du Grand Regain Blanc dimanche prochain à 19h. Je vous mettrai le lien pour le lien Telegram pour Légitime Préférence. Je vous souhaite une très, très bonne semaine, les Blancs. Portez-vous bien, bonne énergie et puis une bonne fin de journée, un bon dimanche à tous. Bye bye. Merci à tous. Bonne soirée. Salut, merci encore. À bientôt. Ciao.